chers téléspectateurs, je suis Bertrand Meunier, coordonnateur du mouvement citoyen Ras-le-Bol, mouvement de la société civile qui regroupe en son sein des activistes pro-démocratie créés en 2014 lors de l'euphorie du changement de la Constitution. Mais la Constitution a été changée, le mouvement a continué à exister, s'est mué dans la défense et la promotion des droits humains, dans la promotion de la gouvernance démocratique et l'état de droit. Je vous présente aujourd'hui la première émission de la société civile dénommée La Voix du citoyen, qui vous sera la suite présentée par d'autres acteurs qui passeront ici, dont je citerai le nom à la fin de l'émission. Notre première émission va se consacrer sur deux sujets. Le premier sujet, c'est le sujet sur les 14 000 milliards et le second, on parlera de l'accord cadre de partenariat public-privé de la coopération signé entre le Congo et le Rwanda sur les terres. Vous êtes sur R7, la chaîne du peuple. Nous allons vous présenter la toute première émission consacrée à la société civile, notamment dans ses activités relatives aux droits humains, relatives à la dénonciation des abus du pouvoir et aussi des faits sociaux. Nos thèmes d'aujourd'hui vont se consacrer sur deux sujets. Le premier sujet, nous allons aborder la problématique des 14 000 milliards disparus à la Banque centrale. Et la deuxième problématique, ou le deuxième sujet, nous allons aborder l'affaire des terres, des prétendues terres vendues ou cédées aux Rwandais. Alors, pour le premier sujet, nous allons y revenir simplement parce que nous constatons que le pays est aujourd'hui dans la bonne route. Nous souffrons, les populations souffrent, tous les secteurs sont en berne, les institutions sont en grève. Nous allons citer Averda, nous allons citer la mairie centrale, nous allons citer les conseils municipaux, nous allons citer le CHU, l'université Mariam Ouabi. En tout cas, tous ceux qui émargent dans les budgets de transfert sont en difficulté. Mais d'où vient cette difficulté? Bien entendu qu'il y a des problèmes de corruption dans notre pays, ça il faut l'épingler. Il y a des problèmes de gouvernance dans notre pays, ça aussi il faut l'épingler. Mais nous revenons plus sur l'argent des générations futures, qui aurait pu aider le pays pendant ces moments difficiles de rééquilibrer les équilibres macroéconomiques et puis de permettre à notre pays, bien entendu, sur une bonne position compte tenu de cette difficulté économique. Alors, depuis 2002, le Congo a engendré des excédents budgétaires. Cela est arrivé grâce à la hausse des prix des barils du pétrole qui a permis à notre pays, grâce aux accords négociés par le feu président Pascal Lissouba, les contrats de partage de production, nous avons pu, depuis 2002, engorger des économies et ces excédents budgétaires étaient gardés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Et ce compte a été nommé compte des générations futures. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Au niveau... Et donc, cet argent devait être audité lors d'un discours sur l'état de la nation. Le président de la République avait promis que ce compte devait être audité chaque fin d'année et que les travaux d'audit devaient être rendus publics pour permettre aux Congolais de savoir combien nous avons pu économiser et combien les générations futures pourront bénéficier. Et donc cet argent était réservé à ces générations futures. Mais hélas, depuis 2002, le Congo était placé sur les PPT, les pays pauvres très endettés. Nous avons milité pour que nos dettes soient annulées. Donc en 2010, nous avons atteint le point d'achèvement
de l'initiative PPTP, pauvres très endettés, qui nous avait permis d'annuler plus de 80% de nos dettes envers nos partenaires et envers la Chine. Donc les dettes ont été annulées et donc nous avons fait beaucoup d'économies, nous avons engrangé beaucoup d'argent et cet argent devait permettre de développer le pays et aussi de garantir l'avenir des générations futures. Mais nous arrivons vers 2014, nous entendons que l'argent des générations futures n'existe plus. Il s'agit de combien exactement? On nous dit par-ci et par-là qu'il s'agissait de 14 000 milliards. Mais 14 000 milliards, c'est 7 ans de budget. Figurez-vous que le budget actuel frôle les 2100 et quelques milliards. Ça veut dire que 14 000 milliards, c'est 7 ans de budget. Et à l'époque du feu Pascal Lissouba, le budget était de 400 milliards. Ça veut dire qu'au temps de Lissouba, ça aurait pu être un budget de plus de 10 ans ou encore 15 ans, si je n'exagère. Et donc, nous sommes en difficulté, mais l'argent des générations futures se trouve où? Des révélations sont faites par les Panama Papers, les Pandora Papers, aussi Transparency International, qui a placé notre pays sur le top 10 des pays très endettés, et les pays corrompus d'Afrique, sur le top 10 des pays corrompus d'Afrique. Et donc, nous avons appris des révélations des consortiums des journalistes qu'on appelle les Panama Papers, les Pandora Papers et tant d'autres, qui nous révèlent que 7 des dirigeants de notre pays détiennent en un seul plusieurs comptes dans les paradis fiscaux. Et le plus nanti de ces dirigeants a en lui seul plus de 2000 milliards. Et les comptes sont listés en Arabie Saoudite, en Chine, dans les Seychelles et dans plusieurs pays. Il s'agit de l'argent des Congolais qui ont été détournés, placés dans les paradis fiscaux, placés dans les économies extérieures. Et ces argents ne fait que renforcer les économies de ces pays-là. Et ce sont ces pays-là qui en bénéficient. Je me souviens bien, lors d'un discours sur l'état de la nation, je pense que ça devait être en 2009, le président de la République rappelle, c'était en 2009, je me rappelle, il dit que je ne surprends personne lorsque je vous annonce que notre pays n'est pas, hélas, exemple de corruption, de concussion, de fraude. Et il renchérit en disant, là, ce sont les dirigeants qui sont indexés. Et moi, je pense que, par sa position étant président de la République, il avait le marteau, il avait l'épée, il a tous les pouvoirs pour contraindre, pour punir, pour sanctionner. Il a l'épée de Damoclès. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Les gens volent, les gens détournent, personne n'est sanctionné. Nous avons suivi avec stupéfaction les détournements qui ont été révélés par un député de l'Assemblée nationale qui révélait qu'il y a eu l'argent qui était sorti pour la construction d'une route imaginaire de 134 km. L'argent était bel et bien sorti du trésor, mais jusqu'à aujourd'hui, la route n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement maintenant? Il y a aussi les révélations qui ont été faites, notamment au Fonds de soutien de l'agriculture. La disparition de plusieurs milliards. Les gens ont été interpellés puis relâchés. Où en sommes-nous aujourd'hui? Des révélations ont été faites au Fonds de soutien à l'agriculture. 114 milliards disparus, volatilisés. Et à l'époque, le directeur de la surveillance du territoire avait lancé un communiqué qui demandait à tous ceux qui étaient bénéficiaires de ces fonds de se prononcer et de dire qu'est-ce qu'ils avaient fait avec ces fonds. Dans le cas contraire, les gens devaient être interpellés et puis traduits devant les juridictions, devant les tribunaux. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Nous avons vu, nous avons suivi avec stupéfaction la fille d'un dignitaire de notre pays dit qu'elle avait prêté 1,5 milliard à son amant. 1,5 milliard, je dis bien 1,5 milliard. Vous savez que si vous avez 1 milliard, vous allez bouffer 1 million par mois, il vous faudra 87 ans pour finir 1 milliard.
Et donc, elle détient en elle seule 1 milliard 500 millions qu'elle avait prêté à son âme. Et ça nous saute à l'œil puisque elle n'est pas comptée parmi les femmes d'affaires de notre pays. Et donc, des velléités de détournement pourraient être scrutées dans son cas, parce qu'elle est la fille d'un dignitaire de notre pays, elle ne fait pas le commerce, elle ne fait pas les affaires, mais comment diable elle peut détenir en elle seule près de 1,5 milliard. Si elle a pu prêter 1,5 milliard à son amant, ça veut dire qu'elle en avait plus. Alors, vu tous ces décors, vu les impunités qui règnent, les organisations de la société civile se sont rassemblées au cours d'un consortium pour tenir le taureau par les cornes. Nous avons déposé plainte en 2022 devant la doyenne des juges d'instruction. La plainte est en train de faire son bout de chemin. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo, devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillage, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir. Mais il se trouve que nous sommes en difficulté financière. Vous savez que pour intenter une action en justice, cela engendre forcément des coûts financiers. Il faut payer les honoraires d'avocats, il faut payer les frais judiciaires, il faut aussi certaines charges qui sont relatives à la recherche et consorts. Et donc, nous avons déposé la plainte. Pourquoi nous avons déposé la plainte? Simplement parce que lors d'une interview sur une chaîne étrangère, la question a été posée au Premier ministre de savoir mais pourquoi il y a des détournements de deniers publics. Les enfants du président de la République sont épinglés et certains dignitaires du pays. Et qu'est-ce que vous en faites exactement? Et la réponse du Premier ministre était la suivante. Il dit, mais pourquoi ce sont les médias étrangers qui se mêlent alors que dans notre pays, les Congolais ne portent pas plainte? La mauvaise gouvernance serait la principale cause des problèmes économiques et sociaux du Congo, notamment la gestion des ressources pétrolières. Dans une enquête publiée au mois de janvier, le quotidien français Libération avait parlé d'un système de pillage organisé. Je vous propose de regarder un résumé commenté par Laure de Matos et on en reparle. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige.
Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. Une réaction sur cette affaire. Que voulez-vous que je dise, madame, sur l'affaire de Fontenelle qui nous décrit un enfant né avec une dent en or? Connaissez-vous cette histoire? Voilà. Quelqu'un dit qu'il y a un enfant qui est né avec une dent en or et les savants, les chercheurs se mettent chaque mois, chaque année à publier des documents, des ouvrages, des articles sur l'origine mythique ou même mystique de cet enfant pour se poser la question a posteriori. Le gouvernement du Congo a parlé de diffamation, donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je n'ai pas besoin de dire que c'est de la diffamation, non. Je vous parle. Mais par contre, il y a quelque chose qui me préoccupe. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Depuis longtemps qu'on nous parle de telles affaires, nous n'avons jamais vu une action judiciaire être commise au Congo pour enquêter les situations dans le territoire sur lequel ces problèmes se passent avant de produire un rapport. Voilà. Pourquoi ce sont les médias étrangers qui se mêlent des affaires du Congo? Alors, le président de la République, bien entendu, lui aussi, avait donné une réponse. Alors, dans ce sens, devant un journaliste de Africa 24, donc un journaliste d'Africa 24, le président de la République avait aussi répondu dans ce sens. Alors, vu ce déni des autorités, la société civile a pensé porter plainte. Et nous avons porté plainte. Et désormais, c'est comme ça que ça se passe. S'il y a des vérités de détournement public, s'il y a des informations sur les détournements des fonds publics, nous porterons plainte pour que les personnes ou les prétendus coupables soient interpellés. Vous allez vous souvenir, il vous souviendra, bien entendu, le fonds Covid, une ONG de la place appelée Publier ce que vous payez, avait publié son rapport, je pense que c'était en 2022, et le rapport faisait montre des détournements de près de 26 milliards au fonds Covid. L'argent a été récolté par les dons et legs des compatriotes aussi bien que des entreprises qui sont installées en République du Congo, aussi que d'autres philanthropes. L'argent a été mal géré. Jusqu'aujourd'hui, les travaux d'audit ne sont pas lancés pour savoir où est parti les fonds réservés pour soutenir les entreprises, soutenir les populations, le fonds qu'on appelait le fonds Covid. Cette même association ou cette même ONG a aussi publié un autre rapport, et c'est le rapport le plus récent, sur les dépenses qui ont été faites au ministère de la Santé. Des centaines de milliards ont été détournés. Mais cela n'inquiète pas les dirigeants. C'est ce qui, aujourd'hui, a emmené notre pays de se retrouver dans la banqueroute. Le pays est dans la banqueroute. Les grèves par-ci et par-là. On ne peut plus sortir de cette ornière. Alors, que faut-il faire? Nous encourageons les Congolais épris de valeurs de démocratie, d'état de droit, et des Congolais démocrates, des Congolais républicains, de contribuer tant soit peu afin d'aboutir à une solution, après d'arriver à bout au détournement des deniers publics, afin d'arriver à bout des vols qui sont perpétrés dans nos administrations publiques. C'est pourquoi je vous recommande, à travers le numéro qui apparaît au bas de l'écran, de contribuer par un mobile money, par un Airtel Money. Aussi, il y a un lien Litchi qui va circuler, qui circule certainement au bas de l'écran. Et ce lien Litchi vous permettra aussi, bien entendu, de contribuer, quel que soit le pays où vous vous retrouvez. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, partout dans le monde, il suffit de cliquer sur ce lien et puis de contribuer dans la mesure du possible. Si un seul Congolais donnait 500 francs, imaginez-vous 1000 Congolais, combien nous allons avoir. Et si 5000 Congolais contribuaient, nous allons porter plainte contre tous les fauteurs de détournement de deniers publics, tous les criminels financiers, tous les criminels à col blanc. Nous allons les coller à la peau. Maintenant, nous avons pris la responsabilité de ne plus se taire.
de se lever comme un seul homme. Et nous appelons les Congolais de s'associer à nous afin que nous ne soyons plus bouche bée. Parce que notre silence est un silence coupable. Un adage dit, dans une situation d'injustice, être neutre, c'est choisir le camp de l'oppresseur. C'est pourquoi nous ne vous demandons pas de faire des manifestations sauvages. Nous ne vous demandons pas de piller. Nous ne vous demandons pas de manifester sans autorisation légale. Seulement de contribuer afin que nous amorçons à l'état actuel de la situation les voies légales, c'est-à-dire saisir les juridictions compétentes en matière de détournement des deniers publics, saisir aussi d'autres institutions qui peuvent nous aider dans le plaidoyer afin que tous les coupables des détournements de deniers publics soient traduits devant les juridictions. Alors, je voudrais aussi rappeler qu'il y a eu des échéances au niveau de la CEMAC où notre pays a été épinglé. Nous sommes là-bas épinglés comme mauvais élèves de la CEMAC. Et à cause du Congo ou à cause de la situation économique du Congo où nous avons plus les réserves de devises, le CFA est menacé de dévaluation. Et c'est une honte pour nous, c'est une honte pour notre pays. C'est pourquoi, vu tout ce tableau dressé, nous avons décidé de porter plainte. Nous sommes encore à notre première étape, il s'agit de saisir les juridictions nationales, mais il est entendu aussi que nos dirigeants, parfois, ont plusieurs nationalités. Ils sont en même temps parfois béninois, nous avons vu comment un ministre s'est naturalisé béninois. Ils sont parfois français, peut-être même américains. Ça veut dire que nous avons la possibilité aussi bien d'intenter l'action au niveau des juridictions nationales que des juridictions étrangères. Mais notre première action commence à saisir les tribunaux de notre pays et à la suite, nous verrons comment emmener cette procédure jusqu'aux juridictions étrangères, pourquoi pas juridictions internationales. Et donc, nous vous encourageons de nous soutenir, de soutenir l'action de la société civile, aussi de sortir de la peur. Parce que toute dictature ne se nourrit que de la peur des populations. On dit que chaque peuple ne mérite que les dirigeants qu'ils ont. Un peuple de loups, un peuple de moutons ne mérite que les dirigeants de loups. C'est pourquoi nous vous encourageons à se lever. Le pays est en train d'aller vers les abîmes. Le pays est dans la banqueroute, le pays est dans la perdition. Levez-nous comme un seul homme, soutenons l'action de la société civile afin que nous avancions. Une fois que nous avons ergoté sur ce premier sujet, je voudrais aborder le deuxième sujet concernant l'accord de partenaires publics-privés qui a consacré la cession ou la vente des terres au gouvernement rwandais. Et donc, je disais tantôt qu'en 2022, le Congo a signé un accord avec le gouvernement rwandais qui consacrait la cession des terres. En dehors de cette cession des terres, il y avait d'autres accords qui étaient signés, notamment la gestion du port terrestre de Lizy, la zone économique spéciale de Maluku, les accords militaires et consorts. Mais je reviens sur la cession des terres, de 112 000 hectares de terres cédées au gouvernement rwandais. Cet accord est impopulaire. Elle est illégitime. Pourquoi? Il est illégitime, aurais-je dit, cet accord est illégitime parce que les populations n'en veulent pas, les populations ne sont pas d'accord parce que nous avons des terres qui nous ont été léguées par nos aïeux et ce sont des terres que nous devons préserver pour les générations futures. Le gouvernement, pris certainement des difficultés économiques, est allé signer un accord avec le Rwanda pour permettre au Rwanda d'acquérir sur le sol congolais 120 000 hectares de terre. Il vous souviendra que dans un discours, le président de la République disait, je cite, « Il ne faut pas que les difficultés de l'heure nous emmènent à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. » Cet accord avec le Rwanda est anticonstitutionnel parce que les dispositions de la Constitution qui garantissent l'intégrité du territoire interdisent de signer ce type d'accord sans au préalable convoquer le peuple congolais par référendum. Le peuple n'a pas été consulté pour qu'à son tour, qu'il donne son consentement sur cette décision de terre. Et donc, cette affaire a fait couler de l'encre
le Premier ministre passait devant le Parlement, la Chambre basse du Parlement, à la question de savoir est-ce que les terres ont été cédées ou vendues. Vous avez tous suivi quelle était la réponse. Le gouvernement a brillé par cette ambiguïté, parce que le Premier ministre parlait des autorisations provisoires, alors que le ministre de la Coopération du partenariat public-privé, lui, il parle des baux emphytéotiques. Le premier, il y a eu, dans certaines localités que nous avons visitées, pas dans toutes, à Madiengou et un peu à Lodima, un sentiment mitigé, mais un sentiment général d'inquiétude et de peur de la part de la population au regard d'un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au Rwanda ou à des sujets rwandais. Le deuxième fait constant à retenir, c'est que aucune terre, aucune partie de terre n'a fait l'objet de vente ou de cession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées, et les populations s'en sont elles-mêmes rendues compte puisque de leurs témoignages, nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise. Le troisième fait constant à retenir, c'est que les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Massangi Ayama. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Le ministre de la Communication, quant à lui, quand il passe dans les médias, il donne sa version. Il dit que ce sont des contrats provisoires. Et même le Premier ministre lui-même, au début, il disait que c'était des contrats de droit privé. Alors qu'à l'intérieur, il y a la personne morale de droit public qui est l'État. Et donc, ce contrat ne peut pas être réputé être un contrat de droit privé. Mais on est passé outre ces contradictions de concept ou de conception sur les autorisations, la vente ou la cession. Nous étions donc surpris de voir l'ambassadeur du Rwanda, accrédité en République du Congo, M. Théoneste Mushindashaka, être reçu par le ministre des Affaires foncières et qu'au sortir de cette audience, lorsque les journalistes lui donnent le micro, il affirme aux journalistes en disant que je suis venu pour réclamer ou encore je suis venu pour me faire délivrer les titres fonciers relatifs aux terres que le Rwanda a acquis au Congo. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous sommes pas satisfaits. Si
cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise, pourquoi? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. Alors, il y a eu des tirs croisés, on va appeler ça tirs croisés communicationnels. Du côté du Rwanda, les opérateurs économiques disaient qu'ils ont acquis des terres. Au Congo, on dit non, ils n'ont pas acheté, ce sont des autorisations provisoires. L'ambassadeur Théoneste Lucinda Chaka, reçu en audience par le ministre des Affaires foncières, au sortir de cette audience, informe aux journalistes qu'il était venu pour se délivrer ou se faire délivrer des titres fonciers ou des actes fonciers simplement relatifs aux terres que le Rwanda a acquis au Congo. C'est là où cette information nous avait estomaqué. Comment le Premier ministre, à son tour, pas des autorisations provisoires et que l'ambassadeur vienne pour se faire délivrer un titre foncier? Est-ce qu'on peut se faire délivrer un titre foncier sur une terre ou une portion de terre qu'on exploite de manière provisoire? C'est la question que les Congolais se sont posées. Lorsque Madame la députée de Mouyondi, Claudine Mounari, prend la parole à l'Assemblée, elle pose la même question au Premier ministre. Mais si vous avez vendu les terres, donnons-leur le pétrole. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'arrive pas à communiquer sur cette affaire des terres. Et nous avons vu récemment, même le président de la République annoncer devant les médias que les opérateurs économiques rwandais devaient s'empresser déjà à commencer à poser les actes relatifs à cet accord sur les terres. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, aucune communication claire n'est faite. Les députés ne comprennent rien. Et même sur les députés, je veux revenir sur cela, le Premier ministre devant le Parlement, devant la Chambre basse du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, affirme que sur les 151 députés et sur les 72 sénateurs que compte notre deux chambres du Parlement, un seul député n'avait pu communiquer sur cette affaire des terres. Il s'agit de l'honorable Tsati Mabia. Vous voyez là que cette affaire est floue. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne fait qu'avancer aveuglement. Mais vous savez que c'est pour ça qu'il le disait. Lorsqu'un gouvernement a commis une erreur, il ne reste qu'un seul réflexe, c'est de persévérer dans l'erreur. Le gouvernement est en train de persévérer dans l'erreur, mais étant des Congolais, étant des compatriotes, je pense que c'est pour nous légitime de faire de telle sorte, de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires, toutes les actions qui sont légales pour arrêter le gouvernement afin que ce gouvernement ne vote pas dans ce chemin qui tend à violer la Constitution. Comme le disait lui-même le président de la République, ce gouvernement est tenté d'emprunter une voie dangereuse et hasardeuse de l'anticonstitutionnalité. Et donc, à cet effet, nous avons aussi décidé d'étudier le dossier et de porter plainte. Pour le moment, nous avons mis en place un observatoire citoyen de suivi des accords sur les terres. Nous avons à cet effet fait des missions de monitoring. Nous étions à Yamba, dans la Bwenza. Nous étions à Ludima, pour aller voir dans les rangs de Ludima, partout où il y a des terres cédées aux Rwandais, pour étudier, rencontrer les communautés locales, rencontrer les propriétaires terriens, vérifier s'il s'agit des réserves de l'État ou s'il s'agit des terres qui appartiennent aux propriétaires fonciers, vérifier si le CRIP a été fait, le consentement libre, informé et préalable, parce que la loi congolaise garantit cela. Avant de mettre en œuvre tout projet de développement, il faut au préalable recueillir le consentement libre, informé et préalable des communautés locales ou des populations autochtones. Pourvu que ce projet ait de l'impact sur leur mode de vie et de l'impact sur leur vie. Et donc, nous sommes en train de vérifier si le gouvernement a recueilli le CRIP, même si ces terres appartiennent au domaine privé de l'État, mais l'État appartient à tous les peuples congolais. L'État, c'est nous tous. Et donc, ces terres nous appartiennent, même si ces terres sont classées dans le domaine privé. Et donc, nous avons initié cette mission de vérifier auprès des communautés locales, auprès des populations autochtones aussi, bien entendu, pour voir s'ils sont touchés, si les communautés locales sont touchées, si le fait de l'accaparement de ces terres par l'État ou le fait du transfert ou de la cession de ces terres auprès des Rwandais, si cela va causer de l'impact dans leur mode de vie. Et donc, nous avons fait plusieurs missions. Nous allons publier notre rapport
Mais seulement ce qu'il faut annoncer ici, au cours de notre première émission de la société civile, qui est dénommée La Voix du citoyen, nous vous informons simplement que nous allons saisir toutes les juridictions et toutes les institutions de la République pour empêcher que les terres congolaises soient cédées. Et nous promettons mettre tout en œuvre, amorcer toutes les voies légales pour empêcher que nos terres soient vendues auprès de moi. C'est pourquoi je réitère cet appel, contribuer dans la mesure du possible afin d'encourager la société civile. Avant de clore notre première émission consacrée à la voix du citoyen, nous tenons aussi à rappeler que cet accord sur les terres est signé en faveur d'une entreprise qui appartient à FPR, d'une filiale de FPR, une filiale économique de FPR qu'on appelle Crystal Ventures. Crystal Ventures aujourd'hui est installée en Centrafrique, est installée en Ouganda et dans plusieurs pays. Il est tenté de s'installer au Congo. Et cette filiale économique n'a pour vocation que de financer le FPR qui est le parti de Paul Kagame. Le business des jus de fruits, sans doute moins lucratif que celui des mines, est le seul dont on nous parle en détail. À Damara, à 1 heure de route de la capitale, un énorme chantier sort de terre. Cette future exploitation agricole appartient à l'un des plus riches hommes d'affaires du Rwanda, un ancien ministre, à la tête d'une chaîne de supermarchés et d'usines textiles en Chine. Et il confie avoir plus de 40 000 hectares de terre. 5 000 ont été défrichés. Tout ce que vous voyez, tout ça, ce sont mes terres. Achetés sur ses fonds privés, nous dit-il, mais il préfère taire les détails de ses investissements. Plus de 70 000 hectares de terres arables auraient été attribués à des investisseurs rwandais pour développer l'huile de palme ou le coton. Mais qui sont ces hommes d'affaires rwandais à qui on ouvre toutes les portes en Centrafrique? Destination Kigali, la capitale du Rwanda, à moins de 3 heures de vol de Bangui. Mais il a connu un développement remarquable ces 30 dernières années. Clé du redressement rwandais, une société très discrète. Située au 14e étage de cet immeuble, Crystal Ventures, autrefois nommé Tristar, le conglomérat mis en place par la diaspora Tutsi pour reconstruire le pays après le génocide. Ce fonds d'investissement est la propriété du parti présidentiel et Paul Kagame est à la tête de la holding. Ici, personne n'a accepté de nous recevoir. Crystal Ventures est aujourd'hui le 2e employeur du pays, après l'État. 12 000 salariés dans tous les secteurs, de la restauration à la téléphonie mobile, en passant par la construction, l'agroalimentaire ou la sécurité. Depuis quelques années, le fonds d'investissement du parti de Paul Kagame s'est lancé à l'assaut du continent africain. Inyange, la compagnie dont nous parlait le ministre centrafricain, fait partie du groupe Crystal Ventures. C'est aussi le plus gros producteur de lait du pays. Pour les spécialistes du Rwanda, le fonctionnement de Crystal Ventures reste encore très obscur. C'est incroyablement opaque. Comment Crystal Ventures fonctionne exactement, d'où ils obtiennent leurs fonds, où ils investissent ces fonds. Tout cela est vraiment trouble. Et le gouvernement fait tout pour maintenir ce flou. Je pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas dire à quel point la société est contrôlée par l'État. Tout ce qu'on voit en ce moment, Crystal Ventures en Afrique, le rôle croissant de l'armée rwandaise sur le continent, tout cela vient des plus hautes instances de l'État. C'est en quelque sorte téléguidé, imposé par le président Kagame via la branche financière de son parti et sans en parler avec le reste de la société rwandaise. Et vous voyez bien que la finalité de cet investissement, au point de vue des droits humains, n'est pas louable, elle n'est pas appréciable. Donc, avant de clore notre émission, je revenais sur la filiale économique de FPR, qui est Crystal Ventures, qui est l'organe en principe bénéficiaire de ces accords. Et il faut rappeler que Crystal Ventures est une entreprise de Kagame, du parti de Kagame. Et cette entreprise a une personnalité morale. Il est considéré comme une entreprise de droit public au Rwanda. Et donc, cet accord ne peut pas être considéré comme un contrat de droit privé.
Il s'agit là d'un contrat de droit public. Et donc, nous avons constaté que nos gouvernants ont beaucoup menti sur l'accord concernant les terres. Mais nous ne devons pas nous arrêter. Il faut persévérer, il faut continuer à communiquer, il faut continuer à interpeller nos gouvernants afin qu'ils prennent des décisions qui aillent dans le sens des intérêts des populations. Nous avons dit, nous vous remercions, nous pensons qu'au prochain numéro, nous allons revenir soit sur l'affaire des terres, mais avec des éléments nouveaux, soit sur le dénouement de cette affaire des disparitions de 14 000 milliards réservés aux générations futures. Nous allons continuer à militer et cet espace est réservé à la société civile. Après moi, viendront d'autres acteurs de la société civile, aussi bien signataires de notre accord de coalition que non, qui viendront bien entendu pour communiquer sur les affaires soit des terres, soit des 14 000 milliards, soit d'autres détournements qui sont connus du grand public. Nous verrons vous verrez devant cette émission les responsables de CDHD, le Cercle de droits de l'homme et du développement. Vous verrez les responsables de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Vous verrez les responsables du Forum pour la gouvernance et les droits humains. Vous verrez les responsables de ARPA-DBH. Vous verrez les responsables de MCC, M22, plusieurs organisations de la société civile. Pourquoi pas le mouvement citoyen Ras-le-Bol, dont je suis moi-même le premier coordonnateur. Nous reviendrons de temps à autre pour vous informer et pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur les faits sociaux, sur les droits humains, sur la gouvernance démocratique, sur l'état de droit et sur la démocratie tout court. Merci, je vous souhaite une excellente journée. Passez une très belle fin d'année 2024 et je vous souhaite meilleurs vœux pour l'année 2025. Tenez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Merci.